Il est 23 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. À la une ce soir, l'audience accordée par le président de la République, Alassane Ouattara, au ministre portugais des Affaires étrangères. Les échanges ont essentiellement porté avec João Gomes Cravinho sur le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. À la une également, les résultats désormais connus du BEPC section 2023. Taux de réussite sur toute l'étendue du territoire national, 31,47%. Nous verrons dans ce journal l'ambiance qui a prévalu cet après-midi donc dans les établissements scolaires. Saison des pluies, saison de tous les risques. Le gouvernement prend des dispositions pour les amoindrir. Plusieurs travaux de drainage et d'assainissement sont donc engagés à travers le pays, notamment dans la ville de Grand-Bassam, pour faire face aux inondations. Nous en parlons également dans ce journal. Dans quelques minutes, ce sera avec Alexis Ouedraogo. À la politique, on se rend tout de suite donc au palais de la République pour évoquer cette audience accordée par le président de la République ce mercredi au ministre portugais des Affaires étrangères. Alassane Ouattara, le président de la République, et João Gomes Cravinho ont essentiellement échangé autour de questions de renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. C'est ce que nous rapporte Jérôme Kofi Abola. À Abidjan, dans le cadre de la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire, le ministre portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, rend visite ce mercredi au palais présidentiel. Il y rencontre le président de la République, Alassane Ouattara. C'est une occasion pour le ministre portugais d'échanger avec le chef de l'État ivoirien sur le renforcement de la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'opportunité d'écouter de la part de son Excellence le Président de la République sa vision sur la région, sur toute la région, sur l'état de l'économie et les perspectives économiques pour la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que le Portugal peut avoir un rôle à jouer, soit dans les relations entre la région et l'Union européenne, soit aussi dans la promotion du développement et de la croissance au Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les dernières années ont été des années excellentes en ce qui concerne la croissance, ce qui est très attirant pour les entreprises portugaises. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, on verra de plus en plus d'entreprises portugaises présentes. Le ministre portugais des Affaires étrangères fait savoir en outre que la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan constitue un symbole fort pour parler de l'importance que les deux pays accordent à leurs relations. Voilà, audience accordée donc par le président de la République, Alassane Ouattara, au ministre portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, du Portugal. Donc, renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. On en parle à travers donc ces échanges que vous voyez sur nos antennes. Coopération au cœur justement donc d'une réunion entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Candia Camara, et son homologue portugais. Et les deux personnalités ont exprimé leur engagement à dynamiser la coopération économique, politique et sociale entre leurs deux pays. Et le compte-rendu de Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. On poursuit en images, cette fois au Sénégal. Le vice-président de la République, Timoko Méliès Koné, est en ce moment à Dakar, dans la capitale sénégalaise, depuis donc quelques heures. Il va, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, prendre part à un forum économique, forum appelé Investir à Dakar. Le forum est prévu donc pour se tenir demain, jeudi 6 juillet 2023. On revient en Côte d'Ivoire, des cris de joie, mais également des larmes dans les établissements scolaires d'Abidjan ce mercredi 6 juillet 2023, lors donc de la proclamation des résultats du BEPC, session 2023, 31,47% de taux de réussite enregistrés cette année. Voyons l'ambiance qui a donc prévalu dans ces établissements avec nos reporters Ami Diarasouba et Didier Nguessa.
C'est sous un soleil de plomb que les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2023 convergent vers le lycée classique de Cocody pour connaître leur sort. Une foule compacte nous y attend. Les résultats déjà proclamés, c'est la délivrance. Ça a marché, bon, les élèves ont payé 9 mois d'études. On était recommencés. Je suis fière parce que c'est qu'elle a rendu maman fière. C'est ça. Parce que je vois sa souffrance. En tout cas, je suis fière de moi. Je suis heureuse, satisfaite de mon travail. Je ne vais pas me taper encore une année de travail. On essaie de faire au mieux à la maison. Le résultat qu'on attend, c'est ce genre de résultat. Je me sens super bien. Et 280,75 points. Ça fait plaisir quand on a passé 9 mois à coacher l'enfant. Au lycée moderne de Cocody, Namadjara est sur ses larmes. Elle vient encore d'échouer au BEPC. Il reste tout dans la main de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est sa volonté. L'année prochaine, il passe en terminale F2. Il prie Dieu à ce que ça marche là-bas. Le taux de réussite de cette année est de 31,47% contre 28,89% l'année dernière. Cette session 2023, ce sont 561 188 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 925 centres de composition des 41 directions régionales du territoire. 176 666 ont été déclarés admis, soit 31,47% contre 28,89% en 2022. Le taux national de réussite connaît un léger progrès de 2,58. Les candidats non admis disposent d'un délai de 3 jours pour poser leurs réclamations. Ces recours sont totalement gratuits et les résultats seront proclamés le lundi 10 juillet 2023 à 14 h après la délibération des jurys spéciaux. Et on poursuit avec le forum des leaders postaux africains qui s'est tenu ici même à Abidjan du 3 au 5 juillet, donc aujourd'hui mardi, fin de ce forum. Dans le cadre de ces assises, eh bien, les ministres Amadou Koulibaly et Mamadou Touré, en compagnie du directeur général de l'Union postale universelle, Machiko Metoki, ont visité les bureaux de la Poste Future située au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette poste place le numérique au cœur de ses services. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara. C'est un nouveau visage de la Poste que vient découvrir le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. La Poste du futur, un concept novateur, c'est que les missions des agences postales ne se limiteront plus à la transmission de courrier. On a aussi docteur à domicile qui va permettre de faire des consultations à domicile à tout moment. Et il y a aussi même la possibilité de se faire consulter au sein d'une agence postale. Un ensemble de services vont être déployés au sein des agences postales, mais principalement des services publics pour rapprocher vraiment l'État de la population. Le directeur général de l'Union postale universelle, Masaiko Mizoki, entend appuyer l'État du Côte d'Ivoire pour la réalisation de ce projet. L'UPU apprécie à sa juste valeur tout ce qui est réalisé par la Poste de Côte d'Ivoire et continuera d'accompagner la Poste de Côte d'Ivoire vers la modernisation grâce à la transformation numérique. En cette année 2023 dédiée à la jeunesse, la Poste veut également jouer sa partition. Elle initie donc un programme de formation au métier du digital à l'endroit de plus de 1000 jeunes. Je me réjouis que dans la dynamique donc, de cette révolution au nom de la Poste, il y ait une opportunité réelle pour l'insertion professionnelle des jeunes. Et nous allons continuer de travailler en synergie pour justement que ce projet puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Avec cette Poste du futur où la digitalisation est au cœur donc, de l'action, en ce sens que ce lieu devient non seulement un lieu de consultation par rapport à la télémédecine, ça devient un lieu où on peut se faire servir des services digitalisés de l'État à travers la e-gouvernance, donc c'est-à-dire la fourniture d'extraits de naissance. C'est un prototype, c'est ce modèle de poste que nous espérons avoir donc, dans tout le pays, parce que la Poste, en fait, ça a toujours été notre premier réseau social. Les activités du projet de la Poste du futur démarreront effectivement au mois d'août prochain. La première phase concerne le Grand Abidjan et va s'étendre progressivement aux autres villes de l'intérieur. Dans le cadre de sa mission
En Suisse, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a eu une séance de travail avec les responsables de la fondation Aquatis, fondation spécialisée dans la protection de la faune. Il a été question de partenariat entre les deux parties pour donc l'extension et la réhabilitation notamment du zoo d'Abidjan. C'est ce que nous disent nos envoyés spéciaux en Suisse, Sephora Zegui et Adama Kéré. Aquatis Aquarium Vivarium de Lausanne, un aquarium géant qui met en scène des animaux vivants grâce à une scénographie immersive et interactive à l'aide de technologies numériques innovantes. Plus qu'un aquarium ou un vivarium, Aquatis est une découverte des lieux d'eau douce les plus fascinants de la planète. C'est à la fois un espace de loisirs, un pôle d'éducation à l'environnement et une plateforme d'échange. Cette fondation se propose d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la conservation des crocodiles et autres animaux. Moi, je l'appelle la chance d'être mandaté pour faire un audit du zoo à Abidjan. Et puis, ce que j'ai trouvé sur place, surtout, c'était des personnalités engagées. Et j'ai énormément adoré. Ce sont des animaux phares que vous avez avec un savoir-faire que moi j'adore. Alors oui, mon engagement, il sera là. Séduit par le projet, le ministre des Eaux et Forêts pose le diagnostic actuel du zoo d'Abidjan, partant de la situation des crocodiles dans le pays. L'opportunité que nous donne l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire de rencontrer Aquatis nous permet d'adresser cet aspect des choses, c'est-à-dire comment faire pour réhabiliter le zoo et faire en sorte que le zoo soit dans un espace beaucoup plus adapté. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que la faune qui est en extinction puisse être protégée. Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts, ambitionne de construire un plus grand zoo et des parcs géologiques et régionaux. Ce partenariat est donc une opportunité à saisir. La Côte d'Ivoire va avoir un zoo adapté et mieux, les moyens que l'État va dégager au travers de cette coopération va nous permettre de créer des zoos régionaux. La délégation ivoirienne est allée à la découverte de l'Aquatis Aquarium Vivarium qui abrite 240 espèces d'animaux différents venus des 5 continents avec plus de 8000 poissons d'eau douce. Saison des pluies, saison de tous les risques, je vous le disais en titre, le gouvernement prend des dispositions pour amoindrir ces risques. Plusieurs travaux de drainage et d'assainissement sont donc engagés à travers le pays, notamment dans la ville de Grand Bassam, pour faire face donc aux inondations. Et le ministère de la Construction était justement sur le terrain pour s'enquérir de l'avancée des travaux. Alexis Ouedraogo y était également pour RTI. La ville de Grand Bassam a connu du 10 au 12 juin, puis le 25 du même mois, des inondations importantes. Très vite, les autorités de la cité sont sur le terrain. À leur côté, le ministère de la Construction, l'ONAD et le PARU. Ce mardi, conformément aux instructions du chef du gouvernement, les avancées des travaux se laissent voir, comme ici, à cet exutoire, l'un des plus importants de la commune, au quartier Mossou. Le problème majeur qu'on avait ici, c'était que cet exutoire était engorgé. Donc vous pouvez voir tout autour des débris. Il y a eu d'importants travaux de curage de cet exutoire, où on a trouvé pas mal de déchets solides, des herbes, de gravats, tout ce qui est pneus usagés qu'on a retrouvé dans les canaux. Si l'étroitesse et l'inexistence du réseau de drainage des eaux par endroits est indexée, il y a surtout l'action de l'homme. Des actes d'incivisme et d'insalubrité dont les populations ont bien souvent conscience. La voie d'eau, ou même que le terrain, ils n'ont pas construit, où il n'y a pas de terrain, c'est là qu'ils ont construit. Donc là, moi, je vois que ça, c'est problème. Ils ont fait le travail, l'eau passe. Du Moké-Ville, là, l'eau passe sans problème. Dans ce quartier, on a dû prendre une décision difficile. C'était de démolir tous les bâtis qui obstruaient strictement le canal. Et vu la situation d'urgence et les eaux qui venaient en amont, nous étions obligés de procéder à cette démolition. Sinon, avec les différentes ouvertures que nous faisons, les eaux qui allaient venir allaient forcément faire tomber des bâtiments sur des personnes. Quelquefois, le long des canaux, l'opération se trouve ralentie par la présence de constructions qui obligent des manœuvres délicates. Ces gens que vous voyez, ils rentrent dans les canaux, essaient de tirer, parce que c'est d'aller.
Et donc il n'y a pas d'engin pour pouvoir rentrer dedans. Ils essaient de rentrer pour déboucher, parce qu'il y a des matelas, il y a des ordures ménagères, ils essaient de les tirer avec les objets qu'ils ont. Mais déjà un désengorgement important est réalisé. Il devrait permettre de modérer l'impact de cette saison de grande pluie. Je pense que les populations seront rassurées. Parce que ce que nous avons connu les 11 et 12 et 13, avec le travail qui a été effectué, je pense qu'il va pleuvoir. Il y aura des inondations, mais pas comme on l'a connu les jours derniers. Et l'État compte aller plus loin avec le PARU, le projet d'assainissement et de résilience urbaine. Nous allons intervenir sur essentiellement 4 bassins. Et ces 4 bassins-là, nous allons les aménager, libérer le passage de l'eau, créer vraiment une servitude pour éviter que, après notre passage, des personnes viennent encore s'installer. Des actions saluées par les riverains. L'eau qui était au-dessus de nos genoux a disparu en quelques jours. Nous avons vu la solidarité, nous avons vu la sollicitude de nos autorités. Nous espérons simplement qu'on va travailler dans la durée pour mettre en place des infrastructures qui permettent qu'il n'y ait plus d'inondation de ce niveau-là. Les travaux se poursuivront pour minimiser l'impact des pluies de cette saison annoncée par la Sodexam comme l'une des plus importantes jamais connues par le pays. Et on sera présent à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour poursuivre ce journal. Les commandants de port et des experts venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre, ils sont réunis donc depuis hier mardi. Ils renforcent leurs capacités en matière de lutte contre les pirateries, le trafic illicite et les produits dangereux dans le golfe de Guinée. Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra, a assisté à la cérémonie d'ouverture de ce renforcement de capacité. Le port autonome de San Pedro abrite la 8e réunion du réseau des commandants du port et agents de sécurité d'installations portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Une rencontre qui se situe dans le cadre de la lutte contre la recrudescence des actes de piraterie et de trafic illicite dans le golfe de Guinée et la gestion des matières dangereuses dans le domaine portuaire. La relative diminution des attaques des pirates dans le golfe de Guinée ne doit pas nous faire baisser les bras. Et il nous semble que la solution réside dans la création de liens entre acteurs maritimes et portuaires. Les vols des armées en mer et dans le golfe de Guinée nécessitent une approche globale. Une approche globale et à long terme similaire au cadre de réalisation des objectifs de développement durable. Pour le représentant du ministre des Transports, l'État ivoirien met un point d'honneur dans la sécurisation des installations portuaires. L'économie portuaire ivoirienne contribue pour près de 90% aux échanges extérieurs du pays. Ces données et statistiques obligent le gouvernement ivoirien à avoir un regard particulier sur la sécurisation de l'écosystème maritime et portuaire, non seulement ivoirien, mais régional, en collaboration avec tous les pays côtiers de la façade atlantique, notamment dans le golfe de Guinée. Les recommandations de San Pedro qui devront servir de feuille de route sont attendues par les pays ayant en commun le golfe de Guinée dans la lutte contre la piraterie et les trafics illicites. On parle santé à présent, on parle particulièrement de cardiologie. 9 enfants vont bénéficier gratuitement d'interventions chirurgicales en Israël. Ils ont pris le départ hier mardi pour un retour prévu dans 3 mois. 30 millions de francs CFA, au moins, c'est le coût en France de cette intervention qui leur est gracieusement offerte par une fondation, la fondation Mitrelli, en collaboration avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Walter Amadou Ouattara. Ces 9 enfants âgés de 1 à 13 ans, dont 5 garçons et 4 filles, malades du cœur, sont sélectionnés pour bénéficier de soins adéquats à leur pathologie en Israël. Atteint de communication interventriculaire, une pathologie qui détruit les artères pulmonaires par élévation des pressions au niveau de ces artères. Et un patient atteint de retour veineux pulmonaire anormal, partiel, associé à une sténose pulmonaire. En Europe, ces soins coûteraient au moins 30 millions de francs CFA. Un réel soulagement à entendre les parents. C'est un fardeau. Nous prions
Dieu pour que le voyage se passe bien. Et nous leur disons merci pour ces efforts à notre égard. Nous avons eu des prédécesseurs qui sont au nombre de 5 qui sont revenus et 3 étaient là parmi nous pour nous rassurer que tout s'est bien passé. L'Institut de cardiologie d'Abidjan, en collaboration avec la fondation israélienne Mitreli, offre la prise en charge. Cette initiative est rendue possible grâce à la vision et au leadership de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je tiens à saluer la vision du président de la République, M. Alassane Ouattara, qui aspire à faire de son pays un centre d'excellence en matière de soins de santé. Avant le départ pour Israël, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle affirme que dans le cadre d'un programme de transfert de compétences, ces interventions chirurgicales se feront bientôt à Abidjan. À cet effet, des délégations de chirurgiens et des cardiologues interventionnels étrangers viendront tout au long de l'année en Côte d'Ivoire pour opérer des jeunes patients et former les équipes médicales. De plus, les équipes médicales de Côte d'Ivoire bénéficieront de voyages de formation en cardiologie de pointe en Israël. Chers parents, je voudrais vous dire au nom du président de la République et du Premier ministre que vos enfants ont été sélectionnés pour le voyage en Israël parce que les pathologies de ces enfants méritent beaucoup plus d'attention. Mais vous allez bénéficier du meilleur encadrement. Vous êtes assurés que vos enfants reviendront complètement guéris. Les ambassadeurs des deux pays, Israël et Côte d'Ivoire, ainsi que le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora soutiennent cette mission médicale humanitaire. On parle santé toujours, on se rend cette fois à Touba, dans la région du Bafing, où le centre hospitalier régional dispose désormais d'un château d'eau. L'ouvrage d'une capacité de 5000 m3 va permettre de résoudre les nombreux problèmes liés, entre autres, à l'approvisionnement en eau potable dans cet établissement sanitaire. C'est avec Eve Bouy qu'on en parle. Un château d'eau autonome d'une capacité de 5000 litres offert au centre hospitalier régional CHR de Touba. Une initiative de Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, cadre de la région du Bafing. Cette action salutaire met fin aux nombreuses problématiques d'eau auxquelles était confronté cet établissement sanitaire de référence. Les problèmes de stérilisation, d'entretien des locaux, de continuité des services, même au niveau du laboratoire, de bloc opératoire, etc., j'en passe. Et même les besoins personnels étaient difficiles. Au niveau de l'hôpital de Touba, le personnel qui ne travaille pas toujours dans des conditions faciles, que les problématiques d'eau qui étaient les leurs soient derrière nous. C'est renforcer donc leurs conditions de travail pour leur permettre de mieux s'occuper des populations parce que la santé, c'est le premier capital de l'homme ici-bas. Un capital qui sera renforcé davantage, le ministre Moussa Sanogo a saisi l'occasion pour annoncer que les travaux de construction du futur CHR de Touba seront officiellement lancés dans les semaines à venir. Et de retour de Touba, on s'intéresse ici à Abidjan à la situation des veuves. À l'occasion de la Journée internationale des veuves, le Conseil national des droits de l'homme a initié une conférence publique. Objectif de cette conférence, réduire les inégalités et éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Cette rencontre a été également le lieu d'instruire ces veuves sur le cadre juridique relatif à la promotion et à la protection de leurs droits. C'est ce que nous disent nos reporters Frédéric Oulaï et Didier Nguessan. Au décès de leur mari, plusieurs femmes devenues veuves perdent leurs droits. Difficile pour elles d'entrer en possession de la pension de leur défunt conjoint. À l'occasion de la Journée internationale dédiée à la veuve, bon nombre de préoccupations sont abordées lors de la conférence publique initiée par le Conseil national des droits de l'homme. Nous les veuves, la majorité, nous ne connaissons pas nos droits. Moi, par exemple, j'ai lutté. Mon mari est mort en 2010. J'ai souffert dans la main de ma famille maternelle. Mais aujourd'hui, j'ai remporté le procès. Il faut que nos sœurs sachent que quand ton mari décède, tu cherches à voir les gens qui travaillent au sein de l'administration pour qu'ils puissent vous orienter. Cette rencontre à laquelle prennent part les associations et organisations de la société civile vise à réduire les inégalités et éliminer la pauvreté sous toutes ses formes.
En vue de renforcer le cadre législatif national, des engagements ont été scellés pour la promotion et la protection des droits des veuves. Nous recevons beaucoup de requêtes des requérantes veuves qui viennent nous poser leurs problèmes, que nous essayons de traiter, soit par des référencements, soit par des conciliations. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, et la Caisse générale de la retraite des agents de l'État, CEGRAE, ont porté des communications relatives au statut et aux droits de la femme veuve. Direction Ouangolodougou, dans le Tchologo, où les producteurs de coton venus de l'ensemble du bassin cotonnier ivoirien ont convergé pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. La filière a connu, vous le savez certainement, une baisse de rendement suite aux attaques des jacides. Eh bien, le gouvernement a décaissé plus de 32 milliards de francs CFA pour les soutenir, pour soutenir donc ces producteurs. Une action saluée à l'unisson. Kader Sogodo. Bundiali, Tengrela, Odine, Korogo, Mankono, Fekesedougou, Kong, le bassin cotonnier ivoirien à l'unisson est au stade municipal de Ouangolodougou pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Avec les attaques de jacides ravageurs de la culture cotonnière, le président de la République a fait décaisser plus de 100 milliards de francs CFA pour soutenir les producteurs en difficulté. La campagne 2022-2023 a été un cauchemar pour nous les producteurs de coton à cause des jacides qui ont ravagé nos champs. Informé de la situation, le président de la République a décidé de soutenir la filière coton. C'est ainsi que plus de 104 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour soulager tous les acteurs, dont les producteurs que nous sommes. Chers collègues producteurs, allons-y aux champs pour récompenser tous ces efforts du président de la République. L'Union des producteurs de coton et d'anacarde du Tchologo, UPROCAT, à l'initiative de cet hommage, sillonne les villages pour distiller les bonnes nouvelles. On a fait presque 72 villages et par rapport à ce que le producteur dit, ils disent qu'ils étaient inquiets, mais ils sont vraiment surpris, étonnés, le geste que le président de la République a fait, parce qu'à un moment, ils pensaient qu'un jour, ils vont venir prendre l'herbe pour vendre, pour rembourser les crédits. Pour la campagne cotonnière 2022-2023, le prix du kilogramme a été maintenu à 310 francs CFA. Et on reste avec Kader Sogodogo pour parler politique cette fois. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, membre du présidium du RHDP, à la rencontre des populations de Bonikro, c'est dans le département de Djekanou. Objectif, une adhésion massive de ces populations aux idéaux donc de paix, de cohésion et de développement véhiculés par le président de la République, Alassane Ouattara. Bonikro, la seule sous-préfecture rattachée au département de Djekanou, est visitée par Jeannot Ahoussou-Kouadio, membre du présidium du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. L'homme a pris son bâton de pèlerin pour une adhésion massive du Grand Centre à la vision d'Alassane Ouattara, président du parti. Il a étalé les acquis de la gouvernance Ouattara avant d'inviter les populations à ne pas rater le train du développement. Un message qui porte des fruits. Monsieur le Président offre des opportunités qu'il faut saisir. À dos, c'est peu de paroles et beaucoup d'actions. La tendance aujourd'hui, dans les villages comme dans les villes, est de partir d'ailleurs des autres partis et de venir renforcer le RHDP. Celui qui ne vient pas sera en retard et même perdu. Vous savez aussi que chacun vient à son rythme. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui, vous viendrez demain, c'est toujours bonne affaire. Pour l'actuel patron de la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Ouattara est le nouvel Oufoué-Boigny. Il va développer encore. Il va vous donner de la vitamine. Alassane Ouattara, nouvel Oufoué-Boigny, vitamineur des Ivoiriens. C'est lui qui permet aux Ivoiriens d'être forts. Jeannot Ahoussou-Kouadio n'est pas venu les mains vides à Bonikro. Tricycle,
motos, chaises et dons en numéraire ont mis du boom au cœur des populations. Fini le pèlerinage en terre sainte de l'islam. L'heure est désormais au retour au pays. Les pèlerins ivoiriens, après donc avoir accompli le 5e pilier de l'islam, préparent leur retour en famille. Ils sont en tout cas satisfaits de la bonne organisation du Hajj et ils rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Parmi eux, nos envoyés spéciaux, Abou Sanogo et Sissé Ibrahim. Après avoir fait tous les rites du pèlerinage, respectivement à Mina, Arafat et Mousdalifa, les pèlerins sont retournés à la grande mosquée de la Mecque, le site le plus sacré de l'islam, et ont fait la circumambulation de la Kaaba comme clôture du pèlerinage appelée la Tawaf d'adieu. Ils vont quitter donc la Mecque pour rejoindre leurs familles respectives. Les pèlerins ivoiriens ont du mal à cacher leur joie d'avoir accompli le Hajj. Ils se félicitent de la bonne organisation du pèlerinage. C'est avec détermination, abnégation, courage et surtout foi que nous avons effectué les différents rites. Et nous retournons chez nous satisfaits d'avoir pu accomplir ce pilier important de notre religion. Nous sommes bien logés. On dit merci aussi à Alassane, parce que depuis là-bas, il nous voit. Il est soucieux de nous. On lui dit grand merci. Et prie Dieu pour le président, que depuis que je suis venu, je n'ai jamais mis 5 francs dans la nourriture. Je dors bien. J'ai beaucoup prié pour la Côte d'Ivoire, pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. On dit merci au PR parce qu'on a été bien reçus, mais vraiment, nous on a bénéficié. L'année prochaine, on a envie de venir encore. On remercie le président de la République d'avoir nous logé dans un hôtel de 5 étoiles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tout s'est bien passé. Les différentes commissions techniques ont, selon elles, joué leur partition. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir vraiment gérer tout ce monde. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. On s'est trouvé avec des pèlerines vraiment d'un âge très avancé. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu accomplir la mission. Cependant, elles émettent quelques préoccupations. Il y a certaines personnes qui ont un âge tellement avancé que l'arrivée en Arabie Saoudite devient plutôt un supplice qu'un voyage spirituel. Notre souhait, c'est que vraiment ces personnes âgées soient accompagnées. C'est très physique le Hajj. Nous souhaitons que ces personnes-là acceptent de faire vraiment le Hajj par procuration. Beaucoup de mouvements dans le hall de l'hôtel. Les valises sont déjà prêtes. Les premiers pèlerins du contingent étatique seront à Abidjan ce jeudi après-midi. Dans le reste de l'actualité, en image, la mission onusienne qui devra donc quitter le Mali d'ici 6 mois. L'ex-premier ministre Moussa Mara s'inquiète. Il demande explication aux autorités de transition sur le départ donc, de la MINUSMA. Il dit attendre des réponses sur la manière dont ils envisagent de combler ce vide, notamment sur le plan sécuritaire, particulièrement dans le nord du pays. Eh bien, pour l'ancien chef du gouvernement, le départ de la MINUSMA va exiger également une réflexion sur l'accord de paix de 2015. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.